Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Un jeune garçon de 10 ans a été tué par balle. Des aveux 33 ans après. Son corps a été retrouvé 1 mois plus tard. Des hommes cagoulés ont tiré sur les mariés. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'affaire du Bois Bleu, le banquier assassiné et le poison de la rumeur. Nous sommes dans les années 60, aux portes du Berry, entre Bourges et Nevers. Un meurtre, un village, des ragots et des rumeurs, et des femmes au cœur d'une enquête où le romanesque a failli l'emporter sur la vérité. Le mardi 2 novembre 1965, vers 22h, le téléphone du directeur de la succursale Société Générale de Bourges sonne. À l'autre bout du fil, la femme d'un des employés, Madame Segretin, est inquiète. Son mari, Georges Segretin, 54 ans, n'est pas rentré. Il est parti comme d'habitude ce matin pour se rendre à La Guerche, petit village situé entre Bourges et Nevers, afin d'ouvrir l'agence bancaire aux mêmes heures que le marché du village. L'après-midi, il avait plusieurs rendez-vous avec des clients. Un peu grippé, il avait dit à sa femme qu'il rentrerait de bonne heure. Mais voilà que la nuit est tombée, depuis déjà plusieurs heures, et qu'il n'est toujours pas revenu. L'employeur de Georges Segretin partage immédiatement les craintes de son épouse. Et celles-ci sont encore accentuées quand il constate que son employé n'a pas déposé dans le coffre de l'agence sa sacoche. D'ordinaire, tous les employés sont supposés mettre à l'abri, avant de rentrer chez eux, ces pochettes qui contiennent souvent des sommes conséquentes en liquide remises par divers clients, notamment des commerçants. Pour le directeur, il ne fait aucun doute que Georges Segretin ne peut pas être parti avec cet argent. C'est un homme de confiance qui a toujours donné satisfaction au travail. Il est consciencieux et très respectueux des règles. Un peu avant minuit, le directeur de la banque sonne l'alerte à son tour. Il passe un coup de téléphone à la brigade de recherche de la gendarmerie de Bourges. C'est le début de l'affaire du Bois Bleu. Quand ils commencent leur recherche, les enquêteurs n'ont que très peu d'éléments. Georges Segretin est parti le matin même pour se rendre à La Guerche-sur-l'Aubois, une petite commune rurale située à 45 km en direction de Nevers et qui compte environ 3000 habitants. Le disparu conduisait une 2 chevaux bleus appartenant à la banque. Dès le lendemain, le mercredi 3 novembre, les enquêteurs obtiennent la confirmation que Georges Segretin a bien ouvert l'agence la veille. Il a déjeuné vers 13h à l'hôtel du Berry, puis il a pris la route pour rendre visite à quelques clients. À 16h50, il est repassé à l'agence et a dit au comptable qu'il craignait d'être en retard pour un rendez-vous prévu à 17h. Après quoi, plus de traces du banquier. Le jeudi 4 novembre, 2 bûcherons de la Chapelle-Hugon, une toute petite commune située au sud de la Guerche, contactent à leur tour les gendarmes. Alors qu'ils traversaient le Bois Bleu, une petite forêt dans laquelle ils devaient venir couper du bois, ils ont aperçu une voiture à moitié brûlée. Et à la place du conducteur, un cadavre calciné. Le moteur et l'avant de la voiture sont intacts. Et la plaque d'immatriculation confirme que ce véhicule est bien celui de la banque utilisé par Georges Segretin. Damien, même si la situation laisse peu de place au doute, il faut identifier officiellement le cadavre. Oui, il n'y a quasiment aucun doute, d'autant que le corps porte encore une bague qui n'a pas été abîmée par la crémation et qui est bien celle de Georges Segretin. Alors très vite, la nouvelle va se répandre et le Bois Bleu, qui est une petite forêt plutôt isolée et déserte, va devenir le décor d'une agitation particulièrement importante. Il y a beaucoup de gendarmes, ça c'est normal. Il y a aussi la juge d'instruction, Madame Chouvelon, ainsi que le procureur et d'autres personnalités locales. Et à partir de 13h, c'est une équipe de la police judiciaire d'Orléans qui débarque sur place. La gendarmerie est dessaisie au profit de la police judiciaire. Est-ce que ça arrive souvent et pourquoi ? Alors, en principe, la France est découpée en zones géographiques qui déterminent la compétence, soit de la gendarmerie, soit de la police. Mais il appartient toujours aux magistrats de choisir entre les deux. Certains juges d'instruction préfèrent travailler avec la police judiciaire, surtout en réalité à cette époque, on est dans les années 60, où les enquêtes complexes ou sensibles sont plus souvent confiées à la PJ.
Une fois que l'identité de la victime est confirmée, les enquêteurs veulent comprendre quand Georges Segretin est mort et surtout pourquoi. Alors pour la première question, pour le quand, ils ont quelques indices. Notamment un homme qui vit et travaille dans la région et qui leur dit qu'il est passé sur cette même route la veille, donc le mercredi 3 novembre, le lendemain de la disparition de Georges Segretin. Il dit aux policiers que la voiture était déjà là. Il leur dit même autre chose. Il leur dit qu'elle était en train de brûler. Malgré tout, malgré cette constatation, il n'a pas considéré ce témoin que c'était un motif pour s'arrêter ou pour contacter les autorités, mais ça donne quand même une première indication. Ça veut dire que ça fait au moins 24 heures que Georges Segretin est mort. Sur la question du pourquoi, en revanche, là, il n'y a rien du tout. Toutes les personnes interrogées font le même portrait du banquier dans son entourage. Un homme paisible qui n'a montré aux dernières personnes dont il a croisé la route aucun signe de nervosité ou d'angoisse. La thèse du suicide est rapidement écartée. Outre le fait que personne ne connaissait à Georges Segretin de tendance suicidaire, on ne retrouve pas à côté de lui de quoi allumer un feu. Il semble de surcroît que le corps n'a pas bougé pendant qu'il brûlait. Georges Segretin serait donc mort avant, et cela implique nécessairement l'intervention d'un tiers. Enfin, les affaires personnelles du banquier sont introuvables, comme si quelqu'un s'en était emparé. Sur le sol, autour de la voiture, les enquêteurs constatent que des traces de pneus d'un autre véhicule se superposent à celles de la voiture de Georges Segretin. Les policiers recueillent des cendres sur la scène du crime pour les faire analyser et le corps du défunt est transporté à l'hôpital de Bourges pour autopsie. L'objectif est de comprendre comment l'homme a été tué avant que son cadavre ne soit brûlé. Si c'est par arme à feu, par exemple, l'analyse balistique permettra peut-être d'orienter l'enquête. Les résultats de l'autopsie arrivent dans la soirée. Avant d'être brûlé, Georges Segretin a été assommé. Comprenant qu'on ne peut plus rien tirer de l'examen du corps, la juge d'instruction, Georgette Chouvelon, délivre le permis d'inhumer. Alors que l'affaire est déjà largement reprise dans la presse locale, l'enquête patine. Après être partis sur la piste du dernier client rencontré par Georges Segretin, les enquêteurs étudient celle d'un couple de SDF de la région et celle d'un groupe d'agents immobiliers qui lui ont demandé le jour du meurtre la route pour se rendre à la Guerche. Sans succès. 10 jours après le début de l'affaire, les policiers n'ont toujours aucune idée de ce qui a pu arriver au banquier. Mais quand ils patrouillent dans la grande rue et qu'on leur pose des questions, ils préfèrent laisser croire aux habitants qu'ils sont sur une vraie piste. Le crime est même tout proche de sa résolution. Seulement, ils ne peuvent pas en dire plus sur le moment. Faute d'éléments tangibles, les rumeurs courent à la Guerche et se multiplient. Alors, les policiers commencent à s'y intéresser. Après tout, la vérité s'y cache peut-être. Damien, justement, ces rumeurs concernent entre autres une femme, et cette femme intéresse particulièrement les policiers. Cette femme, c'est Monique Caz. Elle vit à la Guerche. Alors, la Guerche, géographiquement, c'est un village tout en longueur, un grand bourg tout en longueur, qui est traversé par une longue rue, un peu au milieu de la campagne, on l'a dit, entre Bourges et Nevers. Et dans cette rue principale, il y a un magasin de photos qui est tenu par Monique Caz et son mari, René Caz. Monique Caz, comme tout le monde dans le secteur, s'intéresse beaucoup à cette affaire, elle lit la presse, et un matin, une information l'interpelle. Oui, elle va lire qu'une jeune fille déclare dans le journal avoir vu la 2 chevaux bleus de Georges Segretin à une 20aine de kilomètres de la Guerche. Or, Monique Caz se dit que c'est impossible car elle a elle-même aperçu cette voiture à la même heure, mais dans le bourg de la Guerche. Donc, elle se dit que forcément il y a une erreur et que peut-être il faut aller réparer cette erreur qui mettrait les enquêteurs sur une fausse piste en allant contredire ce témoignage. Donc elle va se rendre, elle, à la brigade de gendarmerie et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va devenir un personnage central de l'histoire. Monique Caz est née le dimanche 25 juin 1939 à Commentry, près de Montluçon dans l'Allier. Nous sommes à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, elle étudie à Montluçon et passe une première partie du bac à 15 ans. 2 ans plus tard, à 17 ans, elle est vendeuse dans un magasin de chaussures et épouse René Caz, un ouvrier photographe qui travaille dans la même ville. Ensemble, ils achètent un fonds de commerce à la Guerche et décident d'ouvrir leur propre boutique de matériel photographique. Le samedi 1er juin 1957, ils inaugurent ce nouveau magasin situé entre le salon de coiffure et le bistrot. Le début d'une nouvelle vie. Les années qui suivent, le couple accueille 3 enfants, un garçon et 2 filles.
Le quotidien du couple est aussi calme que peut l'être une vie de famille nombreuse. Le magasin fonctionne correctement, les parents sont heureux, les enfants vont à l'école. À la Guerche, on n'apprécie pas beaucoup Monique, comme le raconte un article du Nouvel Observateur, aujourd'hui le Nouvel Obs, paru en 1967. Dans le village, elle est perçue comme une étrangère, car elle ne vient pas du Cher mais du département voisin, l'Allier. Ensuite, on estime que ce n'est pas une fille de la campagne. Elle s'habille avec élégance, jupe aux genoux, chaussures à talons, comme si elle était à la ville. Elle se teint les cheveux. Un jour, elle est brune, et le lendemain, elle est transformée par un blond platine à la Marilyn Monroe. Et puis, elle a une forte personnalité, délurée, dit-on, et elle n'a pas la langue dans sa poche. Mais surtout, elle traîne la réputation d'être une voleuse de mari. Ils n'ont aucune preuve, mais ses voisins ont le sentiment qu'il faut se méfier d'elle. Une femme libre, aux mœurs dites légères, voilà qui leur semble d'emblée suspect. Peu de temps après le meurtre de Georges Segretin, dans le secret des intérieurs, au coin du feu, il se murmure que Monique Caz pourrait bien être l'auteur du crime et qu'elle aurait pu bénéficier de la complicité d'un gendarme. Damien, d'où vient cette idée ? Alors, Monique Caz est effectivement amie avec un gendarme, un certain Jules Barrault. Alors, ce sont même un peu plus que des amis, ce sont des amants. Alors rappelez-vous, Monique Caz, à un moment donné, elle s'est rendue à la gendarmerie pour déclarer qu'elle avait vu dans la Guerche la voiture de Georges Segretin. Après cette intervention, les policiers, ceux de la police judiciaire qui enquêtent vraiment sur le meurtre, ils vont aller sur place et puis ils vont interroger Monique Caz pour lui demander son emploi du temps, le jour du crime. Alors elle va expliquer que dans la matinée, elle était à la Guerche et que l'après-midi, elle s'est rendue avec son ami gendarme Jules Barrault à l'aérodrome de Bourges. Alors pourquoi faire ? Pour y regarder les avions décoller. Ça peut paraître extrêmement bizarre aujourd'hui, mais ça se faisait beaucoup dans les années 60 d'aller regarder des avions décoller, notamment à l'aéroport d'Orly près de Paris. Donc rien de très intéressant jusque-là. Non, elle explique qu'ensuite ils sont rentrés à la Guerche, qu'ils ont pris l'apéritif le soir, enfin une journée à peu près classique. Du coup les policiers vont aller aussi interroger le gendarme Jules Barrault. Le problème c'est que lui, il va raconter tout autre chose. Lui, il prétend que ce jour-là, il était à Saint-Amand, donc pas à l'aérodrome de Bourges en train de regarder les avions décoller avec Monique Caz. Donc pour les policiers c'est certain, il y a quelqu'un qui a menti et eux ils pensent que c'est Monique qui a menti. Donc fin novembre, on est près d'un mois après le meurtre de Georges Segretin. 2 agents viennent la chercher chez elle et l'emmènent pour un interrogatoire. Alors, ils lui présentent ça comme un interrogatoire de pure forme qui doit durer environ un quart d'heure. Mais en réalité, cette audition, elle va durer 36 heures. Monique Caz finit par être relâchée, mais évidemment, le fait qu'elle ait été entendue et surtout entendue aussi longtemps, elle a passé une nuit au commissariat, ça fait jaser. Ça alimente des rumeurs qui sont déjà très vivaces dans la ville. Dans un livre écrit par Gérard Boursier et Manuel Jacquinet qui s'appelle « L'affaire du Bois Bleu », les auteurs racontent à quel point, à partir de ce moment-là, la vie de la famille Caz change. Oui, ils vont raconter par exemple qu'à l'école, le fils aîné de Monique et René, on le marginalise complètement. Plus personne ne veut lui parler, plus personne ne veut jouer avec lui. Et on lui dit que c'est parce que sa maman va bientôt être emprisonnée. Pourtant, aucune charge ne pèse sur Monique Caz. Alors officiellement non, et puis s'il y en avait, c'est dans le secret du dossier, de l'enquête, donc les habitants ne sont pas censés être au courant. Mais le mardi 18 janvier au soir, on est donc un peu plus de 2 mois après le meurtre de Georges Segretin, le commissaire lui-même, chargé de l'enquête, le commissaire Ayala, va débarquer chez la famille Caz. Monique est en train de dîner avec ses enfants et il va lui dire cette phrase : « Préparez vos affaires, on va vous emmener ». Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'affaire du Bois Bleu, le banquier assassiné et le poison de la rumeur. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.